le 7 octobre 2023. Tout a changé pour moi. Et je me suis dit, ce jour-là, plus jamais je partirai d'ici. C'est ici que je dois être. Je sais que c'est ici ma place. Je sais que c'est ici que je veux que mes enfants grandissent, s'épanouissent. On est entre nous. Le voisin, il porte une kippa srouga et l'autre, il porte pas de kippa et l'autre, il porte une kippa noire. Et pourtant, on sait qu'on est de la même famille. Les épreuves, ça m'a fait grandir en maturité. On se sent appartenir à tout ce peuple. On n'est plus dans un pays qui, entre guillemets, nous rejette pour tout ce qui peut se passer ici en Israël. Et on a une chance inouïe, une chance extraordinaire. Judith Ohana, bonjour. Bonjour. On est ravis de parler avec toi de ton Aliyah. Tu as décidé de venir juste après ton bac. Tu étais en école juive, tu as grandi dans une famille religieuse. Ouais. Mais faire l'Aliyah, c'était pas ton rêve. C'était pas un rêve. Moi, j'ai grandi en France. J'étais à l'école en France. J'ai connu que ça. J'ai grandi à Sarcelles. Et j'ai étudié au Beth Yaakov de Sarcelles et puis à Merkaz HaTorah, au Rincy. Et j'ai un papa israélien, donc j'ai un peu grandi dans cette mentalité à la maison. Mais c'est vrai que c'était pas un rêve, quoi. C'était pas un but en soi. Comment tu t'es retrouvée en Israël, alors, juste après le bac? J'avais déjà mes grandes sœurs qui habitaient en Israël. Et puis j'ai fait un séminaire français à Jérusalem pour me renforcer en Torah, pour prendre une année sabbatique, sympathique aussi, après le bac. Et puis voilà, je me suis inscrite à la fac ici en Israël. Instinctivement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. Je me suis inscrite avec des copines et puis je suis restée. Je me suis inscrite à la fac de droit, à Ono, à Jérusalem. Et pour moi, c'était que ça l'option. Le droit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu être avocate. C'était mon rêve depuis toute petite. Et le jour de l'Aliyah, je m'en souviendrai toujours parce que j'ai beaucoup pleuré. Donc j'ai fait l'Aliyah avec une amie et elle pourra témoigner que j'ai vraiment pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça en fait. Et j'étais persuadée que j'allais revenir. Je voulais revenir. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ça instinctivement, pourquoi je ne m'étais pas posé la question de est-ce que je voulais vraiment vivre ici ou pas. Et je pleure dans l'avion, j'arrive à l'aéroport. On est en plein mois d'octobre, il fait très chaud, même ça m'agace. Je suis paumée et contrairement aux autres, parce que les gens ils font la Aliyah, ils sont heureux, c'est le but d'une vie, ils sont enfin heureux d'être chez eux, mais moi j'avais pas du tout ce sentiment. Combien de temps ça a duré? Ça a duré des années. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Ça a changé le 7 octobre 2023. Tout a changé pour moi. Après cette journée de cauchemar, je vois tout ce qui se passe et j'ai eu un sentiment d'appartenance en fait. C'est plus qu'un sentiment de haine, de rage, alors ça évidemment que j'avais, mais à ce moment-là je me suis dit, heureusement que je suis là, pour mon peuple. Heureusement qu'on est là en fait, tous ensemble, heureusement qu'on vit ça ensemble. Alors j'avais ma famille aussi, et je me suis dit, ce jour-là, plus jamais je partirai d'ici. C'est ici que je dois être. C'est fou parce que 3 ans, c'est long quand même. J'étais là, je travaillais, je faisais mes études, mais je me sentais pas tellement épanouie. Je voyais que c'était la galère. Ça me manquait la France, Paris, ça me manquait. J'étais pas fermée à l'idée de rentrer en France, quoi, alors qu'aujourd'hui, complètement. Tu as même poussé les démarches un peu loin, puisque je crois que tu t'es inscrite à la fac de droit. Et oui, en fait, ma première année de droit, c'était très compliqué. Je pleurais tout le temps. Tous les soirs, je rentrais. En plus, ma fac, elle finissait à 22h. Je me disais, mais il n'y a que dans ce pays que la fac, elle finit à 22h, c'est pas possible. Je rentrais de la fac, je pleurais, je comprenais rien. J'étais devant un prof, c'est comme si il me parlait une autre langue. Complètement, comme si il me parlait chinois, je ne comprenais rien. Donc en plus, la langue juridique, c'est quand même une langue qui est aussi inconnue, même pour les Israéliens. Donc c'était vraiment des notions complètement étrangères à moi. Et j'étais mal et je pleurais, j'étais pas à ma place. Et je kiffais pas mes études alors que c'était mon rêve, quoi, d'être avocate. Et donc je m'inscris effectivement à Assas sur Parcoursup à l'époque. Je suis acceptée à Assas, je suis acceptée à la Sorbonne. Je me dis c'est bon, j'ai mon ticket gagnant, je repars. Et puis je me fiance. Je me fiance, je me marie, et puis il n'est plus question de partir puisque les choses elles sont faites comme ça, c'est un francophone, il est là depuis des années, donc je repars pas quoi. Je
travaillais dans un milieu israélien. Je vivais ma vie d'israélienne, mais j'étais convaincue qu'en France, j'aurais pu être mieux. Pendant cette période-là, donc de mon mariage, c'était même très compliqué à la maison pour moi. Donc, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Je me sens mal dans ma vie. La seule chose que j'ai, c'est mes études. C'est dur à la maison. Je suis pas non plus totalement épanouie. J'ai ma famille qui est en France. C'est dur à la fac. Voilà quoi. C'est dur d'être une maman jeune. Je tombe enceinte très vite. À cette époque, j'ai 21 ans, donc toute jeune. Donc finalement, la vie se complique pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents sont en France et mon papa tombe malade en mars 2020. Donc en 2020, c'est l'année du Covid. Et s'ensuit 3 mois de coma pour mon papa. Donc je vis les 3 mois de coma de mon papa ici, seule, en Israël. Un mariage très compliqué. Et mon papa, il décède en mai 2020. Donc l'enterrement se passe en petit comité, photo Covid, et je suis seule avec ma grande sœur. J'ai tout le reste de ma famille parmi les 6 enfants qui sont en France, ma maman inclus, qui n'a pas reçu les autorisations pour voyager. Et j'enterre mon papa. C'est brusque, brutal, un déchirement, un choc, tout. J'ai plus le choix, je peux compter que sur moi-même. Et si je le fais pas, personne le fera pour moi. Donc je me dis, tu es maman, tu es en pleine étude, il faut que tu prennes des décisions. Maintenant à ce moment-là, je me dis, je peux pas être sans papa, sans mari, je peux me retrouver seule. Donc je reste mariée, je vis des choses qu'on dit que ça arrive qu'aux autres et finalement ça peut arriver à tout le monde. Et au bout d'un moment, avec l'aide d'une amie très chère, je décide de partir. Je sauve ma peau et celle de ma fille. À ce moment-là, donc, j'ai fini mon Toa Rishon et j'entame mon stage de droit, de 1 an et demi à l'époque. Aujourd'hui, c'est 1 an. Et en stage, je gagne le minimum, quoi, financièrement parlant. Donc je me dis, ça veut dire entre 4 et 5 000 shekels pour 8 heures de travail par jour. Donc je me dis, comment je vais m'en sortir finalement? J'ai plus les épaules financières entre guillemets qui étaient mes parents. Et puis j'ai rien quoi, j'ai pas un compte en banque à mon nom, j'ai pas le permis de conduire, enfin complètement dépendante. Et pour vous dire, mon dossier de divorce, c'est ma meilleure amie qui m'a payé les frais d'ouverture de dossier, à tel point. À ce moment-là, on me dit, va faire un call center, va faire quelque chose qui sera mieux payé. Et arrête tes études, tu reprendras plus tard. Enfin, ton stage en fait. Oui, donc mes études jusqu'à que je devienne avocate. J'étais aussi encore en études en fait. Je faisais le stage et j'avais encore des études. Là, je me rappelle que j'avais encore des examens à passer. Et puis, pour moi, c'est hors de question. C'est hors de question, je veux finir. Il me reste que ça. J'ai besoin de l'avoir et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et je vais me donner les moyens, je vais finir et vous verrez, j'y arriverai. Comment tu t'organises? Je vais au stage le matin, de 8h à 16h. Et à 16h, je fais un autre boulot. Je travaille dans un call center jusqu'à 20h le soir. J'essaie de m'organiser, de faire garder ma fille, etc. Ça a duré à peu près 2 mois et demi. Et puis j'essaie de voir où j'ai de l'aide en fait, qui peut m'aider. Parce que je ne peux pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mathématiquement, c'est pas possible. Avec ce que je gagne, c'est pas possible. Je peux pas m'en sortir. Et donc, on me dit qu'il y a des associations qui peuvent aider les mamans seules, dont Kalita. Et donc, je reçois ces aides-là qui m'ont littéralement aidé à manger, quoi, à faire mes courses, à nourrir ma fille. C'est un soulagement, ces aides-là? C'est un soulagement. C'est en fait, on a ça. Au moins, on sait que on pourra manger, quoi. On pourra faire nos courses et avoir le loyer payé. Qu'est-ce que ça fait dans la tête quand on est une jeune fille comme toi, une jeune maman comme toi, je sais pas, tu dois avoir 22, 23 ans, confrontée aux vicissitudes de la vie qui n'étaient pas du tout programmées pour toi? C'est très brutal parce qu'en fait, comme vous dites, quoi, c'était pas prévu au programme. Et on a toujours été gâtés, choyés en France, dans la maison de nos parents, on vivait bien.
Et puis moi, j'ai jamais été indépendante, quoi. J'étais toujours au séminaire, prise en charge complètement. J'ai jamais connu le fait de payer un loyer, payer ses charges, etc. Je connais pas ça, donc j'arrive dans une situation où je dois tout gérer seule. En fait, on peut respirer. On peut respirer, ça nous donne un peu d'air pour ne pas courir de partout, se battre, accumuler les boulots. Au moins, on sait que on a ça nous aide vraiment quoi, au quotidien. Et ça n'a pas de prix. Moi, ça m'a sauvé la vie. Tu as un souvenir de cette période terrible où tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas encore les bons de Qualita? C'est surtout le souvenir de quand j'ai déménagé en fait. Je suis passée d'une grande maison à 30 mètres carrés. Pendant 3 ans, j'ai dormi avec ma fille dans la même chambre. C'était tout petit. Et j'arrive dans cet appart-là et je me dis, comment je vais faire? Ici, seule avec ma fille, sans mon père. C'est paniquant si on se sent seul au monde. Et on est seul la nuit, la journée. Et finalement, on se trouve une force en nous qui est complètement exceptionnelle. Aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, je suis avocate. J'ai réalisé mon rêve. Ça n'a pas été simple? C'était très compliqué, un parcours très très dur. Et je dirais pas seulement des études, parce que les études, c'est faisable. Quand on veut, on peut y arriver. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de chance dans la vie. Une personne, elle n'a pas plus de chance qu'une autre. De toute façon, la chance, c'est pas une notion dans le judaïsme qui est recevable. C'est Dieu qui est avec nous. Je dis juste que l'opportunité, on peut la créer. C'est à nous de la provoquer, en fait, de la saisir. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit à ce moment-là, tu vas créer ta réussite. Il n'y a rien, ça ne marche pas. C'est mathématique, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, tu ne l'as pas eu du premier coup, le barreau. Et pourtant, je ne l'ai pas eu du premier coup, ni du deuxième. C'est fou parce que quand on dit c'est qu'une histoire de volonté, ce n'est pas une phrase en l'air. C'est quand on veut, on y arrive. Pourquoi tu as voulu témoigner aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de témoigner pour déjà toutes ces femmes. Il y en a plein, des femmes qui sont seules. Je les vois au cabinet, je les vois autour de moi. Et elles arrivent avec des bagages qui sont très lourds. Et elles sont complètement dépassées. Pour elles, c'est un monde, quoi. C'est un nouveau monde, c'est un gouffre. Et je sais ce qu'elles ressentent. Mais moi, je veux leur dire, c'est ce que je dis à toutes mes clientes et à toutes mes amies qui sont dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui fait que Dieu aide les femmes seules. Autant qu'il aide les orphelins et les veuves, comme moi j'ai pu le vivre. Quoi que ce soit comme situation, parce que moi c'est vrai que quand j'ai divorcé, j'avais pas d'appart, j'avais pas de voiture, j'avais rien, j'avais pas d'argent de côté. Mais quoi qu'il arrive, ces femmes-là, elles sont aidées. Et je le vois autour de moi, elles s'en sortent. Elles sont fortes, elles sont seules. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, elles y arrivent. Tous les jours c'est un combat et elles y arrivent. Elles payent leurs factures seules. Elles gèrent seules les enfants. C'est pour leur donner de l'espoir que tu témoignes? Je veux leur donner du courage. Mais le courage, ça vient pas des autres. C'est en elles, mais elles vont le découvrir très vite. Du moment où on est seul, on le découvre. Et moi, le jour où j'ai su monter des meubles, je me suis dit, je peux tout faire. Finalement, je peux tout faire. Le fait qu'il y ait des associations comme Qualita, comme d'autres, qui sont là en fait, et qui aident spécialement les francophones, c'est important pour toi? C'est très important. Et je dirais même plus, c'est primordial, parce que autant être maman solo, c'est compliqué, mais quand on est francophone, en Israël, on a d'autant plus de difficultés à comprendre le système ici, le système judiciaire, comment ça fonctionne en fait, comment on fait tourner une maison, comment on s'occupe des enfants, c'est quoi nos aides, à quoi on a le droit. Et c'est primordial, et aujourd'hui je veux faire partie de ça en fait. Je veux aider comme je peux et expliquer à ces francophones qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls, il y a les associations, il y a des gens. Tu veux les aider comment? Eh bien, avec mes moyens, avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est ce que je connais, la loi. Et j'aimerais donner des conseils. Je sais que
que c'est pas facile de recevoir des conseils juridiques gratuitement, puisque c'est vrai qu'un avocat, il offre ça, il vend son savoir, il vend son temps. Et j'ai besoin en fait d'être reconnaissante de ce qu'on m'a donné et j'ai besoin de faire ça. Et j'ai créé un groupe WhatsApp où il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, des francophones, des Olim, sur toutes sortes de sujets dans lesquels je suis spécialisée bien sûr. Et tant que je peux le faire, je leur réponds gratuitement. Et je sais qu'il y a aussi Kalita qui fait ça très bien. Donc je trouve ça merveilleux, c'est très important. Alors, après toutes ces années, parce qu'après tout, on a l'impression que ça fait une vie entière, mais ça fait seulement 6 ans, 7 ans que tu es en Israël. Ouais. Comment tu as envie de résumer cette alia? Je me considère encore comme Ola Hadasha, même si je suis complètement intégrée et que je suis avocate israélienne. Il n'y a rien à faire, on fera toujours partie du même noyau. Mais ouais, je pourrais le résumer. Compliqué, mais tellement enrichissant, tellement ça m'a tout apporté en fait. Ça m'a fait comprendre où je voulais être dans la vie. Il y a des gens qui ne le savent pas après des années. Je sais que c'est ici ma place. Je sais que c'est ici que je veux que mes enfants grandissent, s'épanouissent. On est entre nous, c'est le voisin, il porte une kippa srouga et l'autre il porte pas de kippa et l'autre il porte une kippa noire et pourtant on sait qu'on est de la même famille et on a vu ça le 7 octobre et c'est merveilleux. On sort dans la rue, on se sent appartenir à tout ce peuple, quoi. On n'est plus dans un pays qui entre guillemets nous rejette, quoi, pour tout ce qui peut se passer ici en Israël. Et on a une chance inouïe, une chance extraordinaire. C'est sans regret malgré tout le parcours? Jamais de la vie. Malgré tout ça, c'est sans regret. Les épreuves, ça m'a fait grandir en maturité et très rapidement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et que je puisse aider les gens à ma manière et dans mon métier. Et puis voilà.